Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le FAQ de cette fin d'année. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et sur un post YouTube. Je vais y répondre aujourd'hui avec le plus grand honnêteté possible. Je me suis amusée à aller voir cette même vidéo mais l'année dernière. Et c'est rigolo parce que l'année dernière j'avais déjà pré-shot plus ou moins en tête l'idée que je n'allais pas passer toute ma vie à Lyon parce que je disais que je ne savais pas trop où j'allais aller. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui on fait cette vidéo à Montpellier. On est parti, je ne vous laisse pas plus attendre. J'ai eu pas mal de questions un peu plus globales sur ma vie, donc je les ai plus ou moins rangées, qu'elles coïncident au fur et à mesure que j'avance dans la vidéo. Et la première est: quel est ton parcours scolaire? Alors moi, j'ai fait un bac éco, donc ES à l'époque. Je sais plus du tout comment ça s'appelle aujourd'hui. Suite à ça, je suis allée dans une école privée de photographie qui s'appelle l'ETPA à Toulouse. J'ai fait un diplôme de praticien photographe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un diplôme qui est reconnu par l'État. Donc c'est une formation reconnue dans le domaine de la photographie parce que c'est une école qui est renommée. Et pendant ces 2 ans en tant que praticien photographe, eh bien j'ai passé mon CAP photo. Au moins ça me faisait avoir un diplôme qui était reconnu par l'État. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il a toujours le titre, c'est même pas comme si j'avais une licence en fait. Aujourd'hui on pourrait juste dire que j'ai bac plus 2, mais que je n'ai pas de diplôme comme, je sais pas moi, un BTS ou quelque chose comme ça. Pendant notre première année d'études, ils nous ont fait passer le CAP photographie. Donc j'ai fait 2 ans de photographie. Une fois que j'ai eu fini cette formation, eh bien c'est là que ma vie a commencé, on va dire, parce qu'après ces 2 ans d'études à Toulouse, j'ai trouvé un travail, voilà, pour mon parcours scolaire. Alors il s'arrête pas là, parce qu'en fait j'ai repris mes études plus tard. Pour t'expliquer, après cette formation de photographe à Toulouse, j'ai trouvé un travail de retoucheur photo à Montpellier et c'est là où je suis partie au début pour quelques mois et finalement j'ai déménagé complètement en 2015 je crois. Donc j'y suis allée pour travailler normalement un seul mois et finalement au fur et à mesure et de fil en aiguille à praticien, je suis devenue photographe junior. Donc j'étais photographe pour une entreprise qui vend du prêt-à-porter pour enfants à Montpellier et enfin au bout de 1 an presque et demi dans cette entreprise. Ça s'est très mal terminé sur la fin parce que j'ai eu des responsables qui étaient particulièrement mauvais. Pas le négliger, il faut le dire quand ça arrive. Donc c'était mon premier boulot en tant que photographe. Et bien j'ai décidé de me mettre à mon compte et pendant cette année de travail, j'ai décidé de reprendre mes études et c'est là où je suis entrée dans l'école Digital Campus à Montpellier. Alors au début c'est un cursus qui te permet d'accéder à un master, ça s'appelle une passerelle et moi c'était une passerelle chef de projet web et par la suite j'ai fait 2 ans de master d'experte en stratégie digitale en alternance. Voilà. Et pendant que j'étais à l'école, j'étais responsable communication pour une entreprise à Montpellier. Voilà, pour mon parcours scolaire. Ce qui m'amène à la deuxième question qui est: quel est ton job? Après avoir quitté mon travail de manager des ventes à Lyon, donc j'ai décidé de déménager à Montpellier. Et quand j'ai quitté ce travail, je n'avais plus de boulot, on va dire, en tant que salarié à côté. J'étais toujours à mon compte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que forcément, depuis le moment où j'ai créé mon entreprise, eh bien, je suis toujours à mon compte et je continue de travailler à mon compte. Et donc, quand j'ai arrêté mon travail salarial, il me restait mon entreprise personnelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à travailler pour moi. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes. Je fais plein de choses dans la communication. Je suis toujours photographe. Je suis créatrice de contenu. Et tout tourne autour du visuel et j'ai ajouté à mon arc de la stratégie digitale, ça s'appelle du Meta Ads, je gère de la publicité sur Facebook pour les entreprises. Donc en fait je fais plein de choses différentes et en même temps. C'est ça qui est cool, c'est que pour l'instant ça me plaît, je suis toujours à mon compte donc je ne travaille pas pour une entreprise, j'ai seulement des clients. Je ne dédie pas toute mon énergie mentale à une seule entreprise qui ne m'appartient pas en plus, là c'est la mienne et j'ai des clients qui me contactent pour pouvoir gérer ce type de prestations. Voilà. Tu es sur les réseaux sociaux depuis quand? Alors je suis sur les réseaux sociaux depuis 2014 je pense, mais j'ai dédié ma page Instagram aux plantes depuis 2015. En fait c'est au moment où j'ai appris la stratégie digitale, où j'ai appris à quel point c'était important d'être présent sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, véhiculer une image professionnelle, que j'ai dédié ce compte Instagram aux plantes. Alors au début c'était pas du tout professionnel, hein, c'était juste pour partager ma passion. C'est comme ça que ça a évolué et grandi au fur et à mesure avec le temps. Et en même temps j'ai créé mon blog parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un blog qui est alimenté depuis
au moins 6 ans, sur lequel je partage plein d'astuces sur les plantes vertes, des astuces déco, et en fait c'est un autre moyen pour moi de m'exprimer parce que j'avoue qu'au début j'ai toujours aimé l'écriture, j'avoue que j'ai pas une plume excellente, mais j'aime toujours pouvoir apporter ce type de contenu aux gens parce qu'il y en a plein qui aiment lire. Et aujourd'hui, c'est clair qu'il y a plein de gens qui aiment s'alimenter autrement. En fait, les réseaux sociaux ont rendu l'information beaucoup plus accessible, beaucoup plus rapidement. Mais je reste encore parmi, si je peux dire ça comme ça, les dinosaures qui aiment bien lire les infos sur Internet. Donc, je crée encore des articles de blog pour mon propre blog. Et voilà, donc c'est verbobo.fr. C'est le plus classique, c'est la même chose sur tous les réseaux. Est-ce que tu as des projets plus ou moins à long terme pour YouTube? Je pense que ça va dépendre un petit peu de mon travail indépendant, c'est justement ce que je disais juste avant. Pour l'instant, je sais que je vais rester sur minimum une vidéo par semaine, et si je peux le mettre en habitude, on va dire, le fait d'en mettre 2 par semaine, c'est quand même assez intéressant parce que je peux avoir à traiter beaucoup plus de sujets. Le seul truc, c'est qu'il faut que j'arrive à organiser mon temps pour que tout soit rassemblé, parce qu'à côté de YouTube, bon, j'ai des prestations en tant que photographe, j'ai des prestations en tant que gestionnaire de campagne, et j'ai aussi mon podcast qui me prend quand même beaucoup de place. Alors ça me prend pas forcément beaucoup d'énergie mentale, mais c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai mis en second plan parce que forcément c'est Verbobo en premier, mais j'ai un podcast qui s'appelle La tête à l'envers, via lequel je peux discuter de complètement d'autres sujets. C'est important pour moi de l'avoir parce que ça me permet de pouvoir parler d'autres choses que les plantes. C'est vrai que quand tu as une ligne directrice qui est très dédiée à un sujet en particulier, s'en éloigner et partager ces choses sur le même nom, ça fonctionne pas tout le temps, c'est normal, c'est pas pour ça que les gens viennent. Donc j'ai créé ce podcast qui est très orienté relationnel, partage d'expérience, lifestyle. Ce sont des discussions entre amis, donc ce sont des copains à moi qui discutent avec moi, des sujets que moi je propose, donc c'est mes propres interrogations. Et quand je prépare un podcast, j'ai beaucoup plus de préparation et moi j'y amène une nomenclature pour pouvoir orienter la discussion, et c'est très très enrichissant. C'est des moments qui sont très importants pour moi, c'est là où j'arrive à m'épanouir. C'est pas forcément le partage qui m'apporte beaucoup, c'est plus le moment que je crée avec mes proches quand on enregistre le podcast. Mais comme je trouve que t'as pas besoin d'être quelqu'un d'important ou connu dans la société pour avoir des histoires à raconter, c'est pour ça que j'ai mis en place le média de podcast pour pouvoir partager au plus grand nombre ces expériences d'inconnus pour vous, mais de gens connus pour moi, parce que c'est très enrichissant. Donc pour répondre à ta question, parce que je n'y réponds pas, j'ai plein d'idées de vidéos, j'ai plein d'idées de construction de ma chaîne. Il y a des choses que je veux mettre en place, notamment sur le rythme des vidéos, ou plutôt le rythme des sujets de vidéos. Il y a des choses qui sont mises en place avec lesquelles tu peux réussir à toucher de nouvelles personnes. Ça, c'est très important quand tu as une chaîne YouTube. Donc je dirais développer un petit peu plus et professionnaliser un petit peu plus la chaîne, peut-être. Pensais-tu devenir une plante addict et tomber dedans et devenir une youtubeuse plante? C'est une super question. Franchement, non. Personne ne peut prévoir qui tu vas devenir et ce que tu vas partager plus tard. J'ai envie de te dire, ça dépend toujours des rencontres et des gens avec qui tu partages une passion. Moi, à la base, c'est parce que je la partageais que j'ai voulu continuer de la partager avec des gens qui n'étaient pas mes amis, parce que j'avais envie aussi de discuter avec des gens qui avaient la même passion que moi, aussi fort. Parce que même si mes potes, ils ont des plantes vertes, ils ont pas autant de plantes vertes. Donc j'avais envie de discuter avec des gens qui comprenaient un petit peu mon grand intérêt. Alors que parfois, les gens qui te connaissent et qui rentrent chez toi, ils te disent « Est-ce que tout va bien ?» Il n'y a pas quelque chose d'un peu compulsif dans tout ça? Et en fait, c'est un truc qui est vachement nourrissant de pouvoir partager sa propre passion avec des gens. L'évolution des réseaux sociaux a fait que j'ai eu envie de partager surtout mon savoir, on va dire, parce qu'au fur et à mesure des années, et en faisant des erreurs, j'apprends beaucoup. J'aime bien me dire que mes erreurs vont aussi apporter à d'autres que moi. Et puis aussi parce que j'ai vraiment un goût pour l'image, la photo de base. Et puis la vidéo est rapidement rentrée aussi dans ces goûts-là. Donc je pense que c'est un peu naturellement que j'ai eu envie de créer des formats vidéo. Au vu de ma consommation des réseaux sociaux en général, par exemple YouTube, c'est une plateforme que j'utilise quotidiennement. Logique que je sois un peu tombée dedans en me disant que moi aussi j'avais envie de faire ça. Est-ce que tu as une wishlist plante pour 2024? Alors ça, c'est un truc dont j'avais déjà parlé dans ma FAQ de l'année dernière, parce que les wishlists, donc c'est des listes de plantes que j'aimerais acheter. Ça fait un moment que j'en ai plus. En tout cas, ça fait un moment que je ne me les liste pas. J'ai pas de wishlist plante, mais par contre,
Je sais que la famille des Anthurium est encore et toujours une famille qui me plaît beaucoup et qui me plaît depuis même la moitié de cette année. J'ai commencé à les aimer beaucoup et à en commander un petit peu plus, à en chercher en tout cas. J'aurais envie d'étoffer cette famille parce que je vois que ça fonctionne chez moi aussi, clairement. Et il y a aussi ce truc d'avoir plein de pothos différents. Donc je sais qu'il y a des pothos que j'aimerais bien avoir. Si je les trouve et que le prix est intéressant et tout ça, je les choisirai. Mais pour autant, je suis pas dans la consommation absolue en mode il me faut toutes les plantes de cette variété-là. Que préfères-tu entre Lyon et Montpellier? Je pense que ce n'est pas comparable. J'ai pas du tout la même vie que j'avais à Lyon, ici à Montpellier. J'avais mes amis proches qui étaient littéralement dans mon quartier. Donc en fait, on avait tendance à très souvent se retrouver en ville. J'adore cette ville, voilà. Comme ça c'est clair. J'ai vraiment aimé cette ville et je l'aime toujours autant. Et je pense que si j'avais tous mes amis de Montpellier à Lyon, j'y serais restée. À Montpellier, ce qui est différent, c'est que déjà j'y ai déjà vécu, donc j'ai déjà vécu à différents endroits dans la ville. J'ai choisi de ne pas habiter en centre-ville parce que ça ne me servait entre gros guillemets à rien, parce que mes amis sont plus éloignés, voire même en dehors de Montpellier. Donc pour les voir, c'est différent. Donc c'est une façon de vivre qui est différente. Je prends pas la voiture systématiquement parce que c'est quelque chose que je ne faisais plus du tout à Lyon. Je ne prenais pas ma voiture. C'était vraiment quelque chose qui était inutile parce que tout est accessible à pied, en métro, en vélo. Et la ville est faite pour te faciliter la vie. Alors que ici, c'est encore les débuts, mais on va dire qu'il n'y a pas des pistes cyclables partout, tu te sens pas en sécurité partout. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que ici il y a un relief. Chaque fois que je prends le vélo, je me retrouve dans des faux plats ou des côtes, j'avais même pas conscience, qui sont en fait violentes. Et je n'ai pas de vélo électrique. Donc c'est beaucoup plus de sport quand je prends le vélo. Ou alors des fois je prends le bus d'ailleurs pour me déplacer, je prends pas tout le temps la voiture. J'aimais énormément mon train de vie à Lyon, mais il me manquait mes proches. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Ce sont deux villes complètement différentes et ma façon de vivre dans les deux villes sont différentes. Du coup, c'est compliqué de comparer. Comment as-tu adopté Banana? Alors Banana, c'est rigolo parce que je l'ai adopté quand j'étais à Montpellier. Il y a une association qui s'appelle les Patounes du Cœur et il s'est avéré que Banana, juste là, en train de bronzer, était dans une famille d'accueil à l'époque à 200 mètres de chez moi, je crois. Il était avec son frère et en fait c'était des chatons d'une portée d'un chat qui était dans une maison d'une grand-mère et en fait ils ont été récupérés parce que la grand-mère pouvait pas s'en occuper et en fait ce sont des chats qui n'ont pas quitté l'intérieur. Je crois qu'ils sont nés dans une grange ou un truc comme ça et ils avaient jamais vu l'extérieur. Pratique pour une jeune fille qui n'a pas d'extérieur et de jardin. C'était un peu logique, on va dire, que la dame de l'association m'ait proposé ce petit chat-là. Je crois qu'on m'a envoyé des photos. On m'a dit que son frère venait de partir et que la famille d'accueil était à cet endroit-là. Et après, on m'a dit tu peux y aller et si c'est ok pour toi, tu le prends et puis voilà. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai eu ce petit chat à 5 mois et je me suis engagée auprès de l'association de le faire castrer. Forcément, quand tu adoptes un animal qui vient d'une asso, le but c'est pas que les animaux continuent de se reproduire parce qu'il y en a déjà trop qui sont abandonnés. Il était pucé et j'ai fait un don à l'asso, un don libre pour pouvoir avoir le chat. Mais je crois qu'il a fêté ses 7 ou 8 ans. Je crois qu'il est 2015 Banana, donc c'est ça, 8 ans. Comment te vois-tu dans 5 ans? Tellement compliqué cette question. Franchement, c'est comme l'année dernière, je me voyais même pas à me projeter en fin de cette année 2024, donc 5 ans, je sais pas. Franchement, j'aime beaucoup organiser les choses et prévoir, mais ça fait quelques temps que ça m'angoisse et que du coup je ne le fais plus. Comme ça, je suis moins déçue. Parce que j'ai tendance à tellement vouloir contrôler les trucs, forcément quand ça se passe pas comme je veux, ça m'angoisse. Donc je dirais que je n'ai pas de projet et que je ne sais pas où je serai dans 5 ans. Franchement, dans 5 ans, c'est loin 5 ans. Est-ce que tu as des projets pour 2024? Eh bien, ça aussi, c'est un truc, j'ai pas du tout posé la question. De toute façon, chaque année, on se dit qu'on va éventuellement se lancer des défis, se faire des nouveaux projets et tout ça, donc peut-être que ça viendra avec le temps. Après, pour 2024, j'aimerais beaucoup continuer de développer le podcast. Ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup continuer de faire et je pense que je vais le faire. Franchement, j'ai pas de projet particulier. 2024, c'est déjà demain, donc pour moi, je suis déjà dedans. Et je trouve que j'ai déjà bien évolué. Du coup, j'ai plutôt tendance à me dire aujourd'hui que je ne prévois rien et on verra. Et c'est la dernière question. Je l'ai gardée pour la fin parce que c'est un peu la plus large et globale qui pourra terminer cette vidéo et cette dernière vidéo de l'année 2023. C'est la question, est-ce que tu es heureuse? Je sais pas si j'ai atteint mon niveau de bonheur auquel je m'attendais en faisant tous ces projets. Je sais que ça s'améliore de jour en jour.
Mais je pense que j'ai encore beaucoup de travail sur moi à effectuer pour être vraiment heureuse. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de réflexions, d'anxiété et d'angoisse qui ne me permettent pas d'être au max dans ma vie, je pense. Et comme j'aime bien évoluer en permanence, je pense que c'est un projet que je vais prendre à cœur. Donc peut-être que en 2024, le projet ce serait de travailler sur moi pour finalement être heureuse. Je suis pas malheureuse, mais je peux pas dire que je suis heureuse. Je suis bien, mais ça peut être beaucoup mieux. C'est pas mal déjà. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là, toutes celles et ceux qui sont là et qui sont là depuis le début de cette année, l'année dernière, l'année encore d'avant, depuis le début peut-être. J'ai tellement de reconnaissance pour tout ce que vous m'apportez et tout ce que vous pouvez me donner et je trouve ça tellement bien d'avoir une communauté, c'est trop bien à partager des trucs. Un jour peut-être il faudra qu'on se fasse quelque chose dans lequel on se rencontre en vrai, même si j'ai déjà croisé certains d'entre vous. Mais ce qui est sûr c'est que je vous souhaite le meilleur pour cette année, mais je vous souhaite le meilleur pour tout le temps. Donc on va dire que comme c'est quelque chose que l'on fait en général pour la nouvelle année, je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout ce qui peut vous apporter quelque chose, tout ce qui peut vous aider, tout ce qui peut vous motiver à être vous, toujours encore plus fort, à être épanoui le plus possible et à avancer dans cette vie qui n'est pas si simple et qui parfois nous met des bâtons dans les roues. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine et surtout à l'année prochaine. Salut!